Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, donc on va parler de comment optimiser sa relation client avec une Customer Success Platform. Donc bonjour à tous, bonjour Maxime. Salut Nicolas. Donc il est 14 heures. On va, démarrer gentiment le temps que tout le monde puisse, se connecter. Je vois qu'il y a des, participants qui viennent de pas mal d'endroits différents, donc c'est assez cool. Il y a des gens qui viennent de France, des gens bien sûr de France, des gens qui viennent de Belgique, des gens qui viennent d'Espagne, des gens qui viennent même de Maurice. On a des gens de Suisse aussi, donc c'est chouette en tout cas de voir que événement après événement, on sort un peu de nos frontières, hexagonales sur ces sujets-là. Donc évidemment, vous l'aurez reconnu, on va faire ce webinaire en français, mais je pense que de toute façon, dans l'audience, tout le monde est francophone, malgré ces connexions qui viennent de différents endroits. Donc écoutez, en tout cas, on est ensemble pour à peu près 45 minutes, 45 minutes pendant lesquelles donc Maxime, qui se présentera, vous fera un retour d'expérience sur son utilisation de Scaling en tant que Customer Success Platform. Euh, L'idée, c'est de faire au maximum un échange avec vous. Voilà, donc ça reste un webinar, mais vous avez en bas à droite de vos écrans, alors il y a un onglet chat, mais il y a un onglet questions qui est encore un peu plus pratique. Si vous voulez, au fil de notre intervention, nous poser des questions, n'hésitez pas. On essaiera comme ça de les prendre un peu de façon groupée à la fin de différentes parties. Mais voilà, l'objectif, c'est que ce soit pas uniquement un message descendant, voilà, qu'on rende ça le plus interactif possible pour que tout le monde y trouve son compte. Euh, donc, aujourd'hui, voilà, on a le plaisir d'accueillir donc Fox Intelligence et donc qui est représenté par Maxime. Bah, écoute, Maxime, je te laisse te présenter peut-être. Oui, bah alors ravi, bonjour à tous sur ce magnifique webinar du coup en ce beau jeudi. Donc Maxime Fossé, je suis donc CSM, donc Customer Success Manager chez Fox Intelligence. J'aurai l'occasion de présenter du coup Fox Intelligence un petit peu plus tard. Effectivement, merci Nicolas pour l'invitation. Moi globalement ça fait un peu plus d'un an que je suis Customer Success chez Fox. Comme vous le verrez, j'ai eu l'occasion de participer à la mise en place justement de Scaline. Et donc, on détaillera ça juste après. Ça marche, merci. Donc Nicolas, alors il y en a certains d'entre vous qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le cofondateur de Scaling. Donc Euh, bah, du coup, on peut peut-être d'ailleurs enchaîner avec ça. Je vais vous expliquer en quelques mots, c'est pas l'objet du webinaire, mais que vous puissiez tous bien situer qui est Scaling. Donc Scaling, on est ce qu'on appelle une Customer Success Platform. Donc on va en parler, ça va être euh, un propos qui sera développé notamment par Maxime tout à l'heure. Mais en gros, donc une Customer Success Platform, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une vision 360 de vos clients, donc de centraliser en fait toutes les données que vous avez sur vos clients, sur différents systèmes, sur différents outils. C'est un sujet qui est au cœur des problématiques que Maxime a rencontrées, donc on en parlera tout à l'heure. Donc centraliser toutes ces données-là sur une seule plateforme pour avoir toutes vos données clients au même endroit. Deuxième pilier, c'est à partir de toutes ces données, être en capacité de calculer, d'évaluer la santé d'un compte, c'est-à-dire prédire finalement la capacité d'un compte à renouveler son contrat avec vous ou de détecter un potentiel risque de churn pour pouvoir, et ça c'est le troisième pilier, agir de façon proactive sur vos comptes à travers de l'alerting, à travers des playbooks et donc la mise en place de plans d'action définis en fonction de situations très précises. Euh, donc voilà pour la présentation succincte de Scaling. Peut-être voilà pour avant de lancer, de rentrer dans le vif du sujet avec Maxime sur ce webinar. Donc on va pas mal parler justement des deux premiers points, c'est-à-dire
la construction d'une vision 360. On va parler de Health Score. On parlera un peu moins de playbook. On parlera d'alerting, mais on parlera un petit peu moins de playbook. Voilà, donc aujourd'hui, le webinaire s'adresse vraiment à des personnes qui sont en réflexion sur ce que c'est une Customer Success Platform, ont besoin de comprendre ce que c'est une CSP, quelle différence il y a entre une CSP et un CRM, comment est-ce que ça se met en place, quel délai d'implémentation il faut prévoir, etc. Voilà, on ne parlera pas de la troisième partie, vraiment playbook, automation, etc. On a des webinaires d'ailleurs sur le sujet, pas pour faire mon auto-promo, mais voilà, on a d'autres webinaires plus tard où on abordera ces sujets de façon spécifique. Voilà, juste pour que vous ayez un premier aperçu, en tout cas, de ce qu'on verra dans ce webinaire. Écoute, Maxime, je te laisse peut-être présenter un peu Fox. Oui, bien sûr. Alors, Fox Intelligence, donc comme vous le voyez aussi dans le logo, by Nielsen IQ. Donc, Fox Intelligence a été racheté il y a un peu plus d'un an par Nielsen, et en particulier par Nielsen IQ, donc l'entreprise de panel distributeur. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, je vais vraiment rester focalisé sur Fox Intelligence. Et globalement, qu'est-ce que c'est? Fox Intelligence, donc c'est la plateforme de Customer Intelligence la plus fiable sur le e-commerce. Maintenant que je vous ai dit ça, on va rentrer dans le détail puisque du coup ça peut être un peu flou. Nicolas, si tu peux passer à la slide suivante, merci. Globalement, Fox Intelligence, c'est un panel consommateur et en l'occurrence un panel consommateur d'e-acheteurs, donc en ligne, le plus grand en Europe, qui sont donc ces panélistes. Ce panel est créé via une application B2C, donc à destination de particuliers, qui s'appelle CleanFox et qui permet de nettoyer sa boîte mail, c'est-à-dire de supprimer finalement des newsletters indésirables, et d'éviter justement d'avoir des boîtes mail qui sont très chargées justement en newsletter. Et aujourd'hui, ça représente 1,5 million d'e-acheteurs actifs, donc le panel actif de 1,5 million d'e-acheteurs. Et ça nous permet de collecter une donnée, donc déjà passivement, donc ça c'est hyper important parce que ça permet en fait, sans aucune action du consommateur, de récupérer ces informations. Je parlerai des informations juste après. Évidemment, tout est anonymisé, traité en temps réel. Et l'utilité, c'est aussi, et l'intérêt surtout, c'est de garantir l'exhaustivité de la donnée, mais aussi, du coup, de sa granularité. Et ça sera hyper important dans l'utilisation plus tard donc, de la plateforme. Donc ça, c'est le volet B2C. On a le panel qui est créé via une application qui s'appelle CleanFox. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, quand je parle de données depuis tout à l'heure, la donnée qu'on récupère, c'est les informations sur les confirmations de commandes qui sont réalisées en ligne par nos panélistes. Et ensuite, on va enrichir ces informations via des algorithmes, via de l'IA. On va classifier ces infos. Et donc, les informations sur les confirmations de commandes en ligne qu'on va récupérer, c'est tout ce qui va être sur la transaction. Donc, quand je dis tout sur la transaction, c'est très, très large, c'est-à-dire qu'on va récupérer le nom de l'enseigne, la date, l'heure, le type de livraison, les frais de service, et cetera. Est-ce que c'est une commande qui a été faite sur une marketplace ou non? On va aussi récupérer tout sur le produit, donc à savoir le nom du produit, le nom de la marque, la catégorie des produits aussi, puisqu'on va la classifier par la suite, le prix des produits, et cetera. Et enfin, tout sur le client. Donc là, on va vraiment être centralisé sur le client, à savoir donc son genre, l'adresse, est-ce qu'il est membre d'un programme fidélité ou non, les intérêts, l'audience, les différentes audiences, donc les différents, par exemple, newsletters sur lesquels heu, il est inscrit, pour essayer du coup derrière de tout rassembler. Et donc ça, c'est vraiment la troisième partie sur une plateforme SaaS, donc accessible en permanence, qui va fournir des insights qui sont actionnables sur le e-commerce. Typiquement, je donne un exemple très rapide, les parts de marché en valeur ou en volume sur telle ou telle catégorie, par enseigne, par marque, etc. Et tout ça sans aucune implémentation IT, avec une mise à jour hebdomadaire des données, la possibilité de travailler en collaboration en créant des dashboards par exemple et en les partageant, et évidemment une disponibilité comme je l'ai dit, 24 heures sur 24. Donc globalement Fox Intelligence en 3 mots, c'est d'un côté un panel auquel, on fait appel passivement finalement, pour récupérer les informations de confirmation de commande et toutes les informations qui sont, basées sur ce e-commerce, les rassembler et les mettre à disposition des entreprises, sur un volet B2B du coup sur la plateforme Fox Intelligence. Ça marche. Merci, Maxime. Du coup, je te laisse présenter un peu les types de clients avec lesquels tu bosses et
Ouais. le type d'accompagnement que vous avez avec ces clients-là? Exactement. Globalement, en fait, les clients de Fox, donc aujourd'hui, on est à peu près une centaine de clients. Ça peut être du très grand groupe, du grand groupe international ou non, ça peut aller jusqu'à la PME, en l'occurrence. Tout type d'industrie va être, finalement cible ou en tout cas, va avoir un intérêt à travailler, avec Fox Intelligence. Ça peut être du PGC, donc des produits de grande consommation, de la mode, ameublement, maison, bricolage et cetera. Tout type d'acteurs aussi, ça c'est important, tout type d'acteurs sur la chaîne de distribution, c'est-à-dire qu'on va pas s'intéresser que par exemple aux gros retailers, mais on peut aussi s'intéresser donc, aux marketplaces, aux marques directement, les sites de marques, les plateformes de services, les spécialistes du reconditionné. Donc quand je parle de plateformes de services, c'est pas uniquement, comment, il va y avoir par exemple dedans, Leboncoin, il va y avoir par exemple, à l'intérieur de ces groupes-là, on va avoir aussi, des services de livraison, de repas. On le voit ici, par exemple, dans les logos que j'ai mis, typiquement Deliveroo, Burger King, c'est ce genre d'acteurs et aussi et surtout, on s'adresse à un grand nombre de fonctions, qui vont pouvoir tirer parti des informations qu'on va leur donner. Donc ça peut être, les fonctions marketing, les fonctions produits, management, au global, les opérationnels évidemment et toute la partie reporting. Vous voyez, voilà, j'ai mis quelques acteurs, un peu divers, ici, donc Samsung, Fnac Darty et cetera. Je vais pas tous les citer. Surtout que je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais voilà, globalement, on va s'adresser un peu à tout le monde Prétentieux à là. partir du moment où on va s'intéresser effectivement à tout le monde à partir du moment, où, il y a un intérêt à soit suivre les marchés, online, soit tout simplement on évolue sur online, on veut avoir une vision, finalement sur, son marché, comment évoluent, les concurrents et cetera et cetera. OK. Donc ça, c'était vraiment surtout la présentation finalement de Fox, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse. Mais Fox, comme n'importe quelle, finalement, entité, n'importe quelle organisation, on a eu, des problématiques et en particulier, bon là, les problématiques dont je vais parler, c'est surtout sur la partie, customer service. Les problématiques principales auxquelles on a dû faire face, la première, c'était une hypercroissance, de l'équipe Customer Success. Quand je parle d'hypercroissance, c'est que le premier CSM, alors sans me vanter, c'était moi. Donc, je suis arrivé en décembre 2021. En septembre 2022, donc moins d'1 an après, on était 9 dans l'équipe. Donc on a eu vraiment une hyper croissance de l'équipe Customer Success, comme c'est souvent le cas, hein, dans les petites structures, les startups qui se lancent, il va falloir justement lancer un petit peu la dynamique. Mais ça va poser plusieurs challenges et donc, en particulier sur les sources d'informations, qui vont remonter. Et ça a été vraiment, un des premiers challenges qu'on avait, c'était, on avait plein de sources différentes d'informations sans réellement avoir de centralisation de ces infos. Donc, on utilisait plusieurs outils, hein. On utilisait par exemple Notion, avec, par exemple une grande page customers et des pages customers, après, identifiées avec, des listes de clients, des informations contractuelles, des pour actions, les next steps et cetera qui étaient, dans ces pages-là. On avait aussi du coup des pages industrie qui étaient un petit peu plus, larges, à savoir, quel était le référent en interne pour telle industrie, quels clients étaient concernés par cette industrie. Et du coup aussi la dernière partie, une des dernières parties sur Notion parce que, évidemment c'était plus large que ça, mais tout ce qui va être meeting board. Meeting board, du coup qui nous permettait, de, mettre en place, du coup, les suivis après les calls. On a un call, on a un rendez-vous, avec le client. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'on a, évoqué? Et du coup de retrouver cette info, par la suite. On utilisait aussi du coup, et c'est toujours utilisé pour la partie vraiment commerciale, mais Pipedrive, qui nous permettait côté CS, d'avoir un peu l'historique commercial, la prospection, les différents, soit, divisions à l'intérieur de nos clients ou alors carrément des prospects, suivi d'opportunités d'upsell, le stockage des contrats et cetera. On utilisait plutôt côté, alors là, c'était plutôt côté produit et ponctuellement côté CS, mais Hotjar et Intercom qui permettaient de mesurer l'utilisation, quelles étaient les features utilisées, à quelle fréquence et cetera. Mais c'était encore une fois une mesure qui était très ponctuelle finalement, c'était quand on y pense, quand on en a besoin, derrière et clairement pas automatique, donc pas de reporting, pas de suivi, direct. Et alors, je l'ai mis un petit peu pour la blague, mais c'est vrai que ça revient assez souvent. Alors nous, on utilisait Gmail, hein, ça peut être Outlook ou quoi que ce soit, mais plus pour, évidemment, envoyer des emails, mais surtout l'idée, c'est qu'on n'avait pas de suivi ni d'historisation, des échanges qu'on avait avec le client. Et ça pose un vrai problème, par la suite, dont je reparlerai. Et l'idée du coup, de ces enfin le
ce qui ressortait de ces problématiques, c'est qu'on avait besoin de rassembler vraiment toutes ces informations au sein d'une plateforme qui était quand même simple d'utilisation, puisqu'on allait la mettre dans la main, au moins 9 CSM, plus le management, plus aujourd'hui d'autres équipes dont je parlerai plus tard, et de les rendre accessibles à toute l'équipe. Donc c'était vraiment ces problématiques-là qui, je pense, résonnent à peu près chez tout le monde, chez toutes les structures qui, nous ont poussé du coup, à aller contacter, Nicolas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est vraiment les problématiques qu'on retrouve de façon extrêmement récurrente en customer success. En fait, pour, citer un chiffre que je trouve, enfin, je sais pas si je le trouve, amusant ou ou désespérant, mais en gros, chez les éditeurs SaaS, il y a 98 des boîtes qui sont équipées d'un CRM. Et quand on avait fait une enquête auprès des équipes Customer Success, il y a quelques années de ça, quand on leur demande si elles utilisent leur CRM et si elles utilisent exclusivement leur CRM, pour gérer leurs relations clients, il y en a 9 sur 10 qui nous disent: «Non, j'utilise aussi d'autres outils». Donc, voilà, ça c'est un cas assez classique. Quand c'est pas Notion, c'est Excel. Quand c'est pas, Hotjar ou, Intercom pour savoir, ce qu'il y a en termes d'utilisation, c'est directement sur, l'interface d'admin de la plateforme. Quand c'est pas Gmail, c'est Outlook. Mais globalement, très souvent, il y a effectivement 3, 4, 5 outils, dans lesquels on a de la donnée client, qui est présente, qui est silotée. C'est surtout ça le problème, hein. Plus que d'avoir 5 outils, le problème c'est d'avoir des silos entre ces différentes informations. Et c'est ça qui est vraiment à la base de tout et finalement qui empêche les CSM de faire leur travail de façon réellement efficiente. Je ne m'étends pas plus sur ça. Je te redonne la parole, Ouais. Maxime, pour D'ailleurs nous sur expliquer ce un peu. sujet, des différents, outils qui sont utilisés donc par les différentes structures, sans faire trop de pub non plus, mais du coup, Scaline effectivement a la partie blog, sur le site où il y a un article justement dédié à ça, qui m'a aussi aidé du coup à à bien comprendre comment ça fonctionnait derrière. Donc, voilà, petite publicité On pour le blog, Scaline. on n'a pas répété avant. Non, on n'a pas répété avant. Ça marche. Du coup, je te laisse enchaîner sur ton besoin. Oui, du coup donc les besoins, donc j'en parlais un petit peu, hein, des problématiques, ce que ça a amené, donc principalement de regrouper l'information, mais en fait on peut découper ça en 3 gros éléments. Le premier c'était vraiment le partage d'informations. C'est vraiment le point principal puisque, bah, si on n'a pas de centralisation de ces informations, c'est compliqué derrière, de pouvoir les partager. Donc on les centralise et on les partage auprès de qui? On les partage auprès déjà dans un premier temps des CSM pardon, hem lors de la passation des comptes clients. Donc, comme je disais, au tout début, donc j'étais le seul arrivé. Mes collègues sont arrivés par la suite, il a fallu faire des passations et du coup, on a pu, aussi, via Scaling, faire justement des passations un petit peu plus, propres et complètes. Mais ça va au-delà de ça, ça va juste aussi, bah, dans la vie de tous les jours d'une entreprise, des arrêts maladie, des vacances, des congés paternité, maternité et donc, bah, en fait, il nous faut un suivi, finalement des informations de ce qui s'est passé, des échanges avec les clients, de déterminer qui est le champion chez le client et cetera pour pouvoir, bah, prendre le relais quand il y en a besoin. Donc ça, c'est vraiment le volet CSM. Sur le volet du coup plus managérial, bah, lors des points d'équipe en fait, ou même juste des revues des revues de portefeuille, ou des revues d'activité qu'on a, donc avec notre manager par exemple, c'est important de pouvoir partager l'information rapidement sur une seule page avec tous, nos comptes, tous nos portefeuilles. Et enfin, donc je parlais tout à l'heure de la mise à disposition de l'outil pour d'autres, services. Donc là, je parle principalement de la finance, ça marche aussi pour la partie, commerciale, mais en l'occurrence pour la partie finance, qui, bah, comme n'importe quelle, heu, entité service finance, slash facturation, bah, suit, justement cette facturation, effectue des relances si besoin et donc du coup, bah, d'identifier les bonnes personnes à qui s'adresser, chez le client. Donc voilà, vraiment le partage d'informations, ça a été un des 1ers besoins. Le deuxième, ça a été, bah, d'améliorer le suivi client, en termes de qualité et de gagner du temps. L'historisation des échanges, justement, ça permet de gagner beaucoup de temps quand on va rechercher du coup l'information, et de nous permettre tout simplement d'avoir, une vraie, idée de ce qui s'est dit auparavant et bah, qu'est-ce qu'on a répondu, qu'est-ce qui a été demandé et cetera. Il y a aussi, bah, la mesure en temps réel de l'utilisation de la plateforme, donc finalement du suivi d'activité, de notre plateforme sur, Scaline, par les clients. Donc quelle feature, est utilisée, à quelle fréquence et cetera et on en reparlera,
tout petit peu après, d'un score de santé ou d'activité qui nous permet de prioriser. Ça, c'est important aussi. Un score de santé va nous permettre de savoir, est-ce qu'on a un client qui, à notre sens, finalement, bah, ça se passe plutôt bien, on a des échanges réguliers avec lui, mais est-ce que réellement, de façon plus objective, on a, des clients qui sont enfin, on a des clients sur qui on doit insister et on doit prioriser nos actions dessus et ça peut aussi même, être chez un client où, bah, tout se passe très bien, il utilise bien, les features. Peut-être qu'il y en a une ou 2 qui l'utilisent un petit peu moins et du coup, potentiellement de faire des formations, d'échanger des documents et cetera et le C'est dernier intér qui est ouais, Et c'est intéressant ce que tu dis, excuse-moi de te couper, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on l'a compris, tu disais que vous aviez une centaine de clients, que vous étiez quasiment 10 dans l'équipe Customer Success, donc vous êtes très high touch avec vos clients. Et parfois, il y a une idée, je sais pas si elle est, assez répandue ou pas, mais en tout cas, parfois, il y a l'idée de, «Non, mais en fait, moi, je suis, high touch, je connais très bien mes clients, j'ai pas besoin d'un score de santé» et cetera. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on on se bat, mais on essaye d'expliquer qu'en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que, moi, j'ai toujours travaillé en high touch avec mes clients. On sait pas tout en high touch. On sait pas tout. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui se passent et sur lesquelles on a besoin de remontées objectives, de remontées quantitatives et on a besoin à un moment aussi d'avoir, un peu des yeux, derrière la tête et cetera. Et le score de santé sert aussi vraiment à ça, un moment à éveiller ton attention sur un truc en disant: «OK, tu crois que ça se passe bien, mais en fait, tu crois que ça se passe bien pourquoi? Parce que tu parles à l'opérationnel qui est super content, qui te kiffe et cetera. Mais en fait, peut-être que le décisionnaire, lui, tu lui as parlé il y a moins longtemps et il s'est passé ci. Peut-être que au niveau de l'équipe, et ben, progressivement, alors tu as toujours de l'usage, mais tu en as un petit peu moins de semaine en semaine et cetera, où ils utilisent plus une fonctionnalité qui est pourtant clé dans leur qui devrait être clé dans leur business et cetera. Donc le score de santé, ça sert aussi à tout ça, et voilà, enfin, en tout cas, ça sert, en low touch, c'est certain, ça sert en high touch, c'est sûr également. exactement et du coup, le dernier point qu'on a là et qui rejoint aussi ce que tu disais sur la partie un peu high touch, de comprendre un petit peu plus de façon macro. L'idée, c'est de pouvoir, bah, voilà, prendre de la hauteur, prioriser, suivre en une seule page, tout le portefeuille de l'équipe, tout le portefeuille de chaque CSM, et derrière d'être en mesure de, bah, objectivement, de savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on doit mettre en avant, ou pas, hein, moi mon rêve, ce serait que je n'ai plus aucune action à faire, mais en même temps, je serais au chômage dans ce cas-là donc mais voilà, l'idée, c'est juste vraiment de pouvoir partager l'info, d'améliorer aussi la qualité du suivi et d'avoir une vision qui est quand même beaucoup plus macro et d'être en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment et surtout, bah, d'identifier ces décisions-là, dans le cycle de vie, du client. OK, Alors, ça Nicolas, marche. juste avant de passer à la suite, je ne sais pas si tu veux répondre aux questions dans le chat par rapport aux slides? Il y a des questions Ouais, sur est-ce qu'il y aurait des alors il y slides? a des questions. Alors, Déborah qui demande, «Est-ce qu'on aura droit aux slides?» Alors, oui, vous y aurez droit. Après, je ne sais pas si ce sera automatique là, en fait. Donc, sur Livestorm, on a uploadé les slides dans Livestorm. Je ne sais pas si en même temps que le replay, il vous envoie les slides ou, s'il faudra le faire. En tout cas, faudra pas, hésiter si c'est pas dedans à nous faire une demande, pour qu'on vous les envoie. Il y a pas de chasse gardée là-dessus, donc, pas de problème. Hem Et donc Marc-Antoine qui, réagit en disant: «Je fais face à l'impossibilité d'utiliser notre CRM car il est presque vide. Je me demande alors si je peux imaginer aller vers une SaaS plateforme». Et ben, en fait, alors très honnêtement, c'est pas le cas le plus classique. C'est-à-dire qu'en général, il y a un CRM, en général, il y a déjà, quelques stacks qui sont en place. L'idée, c'est plutôt de dire: «Bah, en fait, le CRM, c'est un outil sales, on le laisse aux sales et nous, on vient prendre le relais après la vente parce que les besoins du customer success ne sont pas les besoins des équipes avant-vente». Voilà. Après, on a des cas, on a des clients qui, à un moment, nous ont dit, soit voilà, côté sales, leur CRM, il est dégueulasse, ou il est, mal rempli, ou il est machin, ou il est truc. En fait, on préfère ne même pas mettre de connexion entre le CRM et Scaling parce que, on dit, garbage in, garbage out, voilà, il y a un moment, si effectivement tu mets en place, une connexion avec un outil qui lui-même n'est pas propre, il se passera rien de bon. Donc ça arrive dans certains cas, je sais pas, allez, peut-être 10 des cas où on a une, séparation en fait, parce que les prérequis au niveau CRM ne sont pas là. Et on en reparlera du coup aussi, sur cette partie-là dans 2 slides. C'est aussi, nous à proprement parler de CRM en tant que tel, on n'en avait pas non plus. C'est-à-dire qu'on avait des pages un peu partout. On avait des alors évidemment on avait de la Pipedrive data quand même? sur nos
Oui, alors oui, mais du coup, Pipedrive, on s'en est peu utilisé finalement pour le plotter sur Scalin. On s'est servi vraiment de Notion, mais du coup, c'était pas vraiment ce que j'appelle un CRM. C'est-à-dire que c'était vraiment un annuaire, sur lequel on mettait en fait des informations. Du coup, moi, je considère qu'avant du coup d'avoir Scalin, on n'avait vraiment pas de CRM. On avait des informations sur nos clients, on avait des informations sur les utilisateurs chez nos clients, mais CRM en tant que tel, je considère qu'on n'en avait pas. Et donc c'est intéressant puisque je pense que ça fonctionne aussi très bien à partir du moment où il y a quand même un minimum d'informations sur, bah, qui sont les personnes à qui je vais parler, les interlocuteurs, mais aussi les structures finalement. Et après, rien n'empêche du coup, je pense de commencer justement par Scaline ou autre, Ouais, en vous, l'occurrence Pipedrive, Scaline, en fait, c'était vraiment pour mettre dedans. l'outil de gestion de leads commerciaux, Complètement. Les ni CSM plus n'avaient ni pas moins, accès quoi. à Pipedrive. Typiquement, les CSM n'avaient pas accès à Pipedrive, donc voilà, c'est à mon sens tout à fait possible. Bah, écoute, Marc-Antoine, en tout cas, appelons-nous, continuons nos échanges. Hem, Alors oui, heu, je réponds du coup à Rodolphe vas-y. qui vient de me poser une question, y a-t-il des sales chez Fox Intelligence? Oui, oui, bien sûr. On a des sales, on a une équipe, alors, j'ai plus en tête combien il y en a. Mais oui, bien sûr, il y a des sales effectivement chez Fox qui font à la fois de la prospection, qui, sont en support pour la partie upsell, vraiment la partie, contractuelle et puis, mise en avant des différentes features. Mais du coup, effectivement, ils utilisaient, leur côté Pipedrive, mais pas nécessairement du coup, nous, on n'y avait pas forcément accès. OK, ça marche. Bon, du coup, je vous propose qu'on enchaîne sur la suite et puis, on pourra prendre d'autres questions, sur un autre, créneau juste après. Heu, du coup, avec Maxime, ça nous paraissait utile, pour, bien comprendre justement, comment est-ce qu'on a répondu à ces besoins et les besoins qu'il vient d'expliquer là, d'expliquer aussi, ce qu'est, une Customer Success Platform. Parce qu'il y a certaines personnes d'entre vous parmi pour lesquelles c'est pas forcément, clair et donc notamment qu'est-ce qui différencie une Customer Success Platform d'un CRM? Hem, du coup, déjà pour, expliquer, en fait, un CRM, c'est un outil qui, par définition, est un outil non spécialisé. C'est-à-dire que vous pourriez être, un industriel, ou un éditeur de logiciels, voire, photographe, vous pourriez utiliser un CRM. De la même façon, vous pouvez avoir une activité B2B ou une activité B2C, vous pourriez utiliser, bon peut-être pas Salesforce, non plus si vous êtes effectivement un salon de coiffure, mais globalement, pour un HubSpot, typiquement un Pipedrive, c'est pas verticalisé, c'est vraiment, utilisé par toutes les industries en B2B, en B2C et donc forcément, il y a des spécificités qui prennent pas en compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est des outils qui, quand même, à la base, ont été conçus pour les équipes marketing sales. Donc, ils ont été pensés pour ces équipes-là. Ensuite, ils ont été choisis par ces équipes-là dans des entreprises. Et puis, à un moment, on s'est dit, ouais, les Customer Success Managers, qu'est-ce qu'on en fait et on essaye, je caricature un tout petit peu, mais de faire rentrer au chausse-pied les Customer Success Managers dans des outils qui n'ont pas été pensés pour eux. Une Customer Success Platform, c'est un outil qui est conçu, comme son nom l'indique, pour les équipes Customer Success. Après, il y a d'autres équipes qui peuvent venir tourner autour de ça. Mais en tout cas, c'est pensé, de façon spécifique et du coup, c'est pensé aussi de façon spécifique pour du B2B SaaS. Voilà et notamment, il y a un des trucs, dont a besoin un Customer Success Manager et c'est ce dont parlait Maxime tout à l'heure, c'est la fameuse vision 360 qui était évoquée. Éviter d'avoir de la donnée silotée entre, mon CRM, mon Notion ou mon Excel, ma boîte mail, mon outil de ticketing et cetera et cetera. Et ça, du coup, ben, un CRM ne le fait pas. C'est-à-dire que typiquement, dans un CRM, c'est quasiment impossible. Allez, peut-être qu'en tordant bien Salesforce, vous y arriverez, mais Pipedrive, HubSpot, beaucoup, beaucoup plus compliqué, voire infaisable, de remonter ne serait-ce que les données d'utilisation de votre plateforme. Qui fait quoi avec votre outil? C'est très compliqué. Et ça, c'est un indicateur qui est essentiel quand vous travaillez en Customer Success. De la même façon, remonter des indicateurs de NPS, centraliser vos tickets, et cetera, c'est des choses qui sont compliquées. Donc en termes de voilà, donc premier point en tout cas, c'est vraiment un outil spécialisé B2B SaaS qui est fait pour les équipes Customer Success. Deuxième point, ça centralise tout type de data, les interactions, des données comportementales, du NPS, des tickets et cetera. Hem donc ça, c'est hyper important et après, 3e point, c'est, tout ce qui est, sur le scoring et l'alerting. À la limite, on peut relier les 2 idées, mais j'aime bien dire, c'est pas méchant quand je dis ça, mais qu'un CRM, c'est un outil, un peu, bête et méchant. J'utilise moi-même HubSpot, j'ai pas de souci avec, HubSpot. C'est un outil que je trouve très bien, mais pour
une partie plutôt commerciale. Un CRM, ce que vous faites, c'est, OK, vous lui mettez des rappels qui sont figés. OK, je dois rappeler Maxime dans, X temps. Heu, c'est très différent, de la philosophie d'une plateforme de customer success où on peut bien sûr, se faire des to-do list et se mettre des rappels figé comme j'appelle ça. Par contre, l'idée, c'est de dire, voilà, en fait, on va avoir aussi des sondes. Ils disent, voilà, bah, préviens-moi en fait quand Maxime a un comportement suspect. Préviens-moi si mon client n'a pas utilisé telle fonctionnalité. Oui, je fais exprès de changer les prénoms. Euh, préviens-moi si j'ai un client qui n'a pas utilisé une fonctionnalité clé depuis un certain temps. On peut même être encore plus précis, préviens-moi si mon champion dans tel type d'industrie n'a pas utilisé telle fonctionnalité, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, je disais tout à l'heure, des yeux partout, mais c'est ça, des sondes un peu partout qui sont là pour contrôler, vérifier et vous faire gagner énormément de temps pour remonter ces informations. Euh, voilà, donc soit à partir de l'information brute, soit à travers ce qu'on évoquait tout à l'heure, la partie score de santé qui finalement en fait combine toutes ces informations, analyse tous vos clients en permanence pour analyser finalement le niveau d'engagement de vos comptes et du coup leur, euh, leur santé actuelle. Voilà. Et dernier point, euh, pour moi, c'est pas un outil, faut pas le considérer comme étant un outil en plus, c'est vraiment un outil qui vient casser des silos. C'est-à-dire que encore une fois, peut y avoir un ticketing, peut y avoir un CRM, on n'a pas vocation à remplacer ces outils-là. Je réponds, j'ai vu passer une question, rapidement, mais j'en profite pour faire le lien. On peut avoir un outil de survey, qui est en place. Nous, on n'a pas vocation à remplacer ces outils-là, on a vocation à faire en sorte que tout le monde parle ensemble, centraliser toutes ces infos pour que vous ayez tout ça au même endroit. Voilà, mais on n'a pas vocation à remplacer ni les uns ni les autres en réalité. Euh, donc voilà pour cette partie-là. Et historiquement, les outils de Customer Success, et même si on regarde aujourd'hui les concurrents de Scalin, c'est souvent un positionnement, eux ont souvent adopté un positionnement plutôt grand compte. Alors, voilà, je sais pas, vous connaissez peut-être des noms, des Gainsight, des Churn Zero, des Totango, etc. Ces plateformes-là, donc les qui ont ouvert la voie, on va dire d'une certaine façon, plutôt un positionnement grand compte. Et donc du coup, il y a aussi des questions qui se posent sur est-ce que c'est compliqué de mettre en place une Customer Success Platform, est-ce que c'est long, etc. Donc en un mot, la réponse c'est non, pas avec toutes les Customer Success Platforms. Et plutôt que de le raconter moi-même, je vais te redonner la parole, Maxime, pour que tu nous expliques un petit peu comment ça s'est passé le setup, quelles ont été les grandes étapes et en gros, au bout de combien de temps vous aviez une plateforme qui était opérationnelle dans votre cas. Ouais, complètement. Du coup, effectivement, tous les différents aspects de la partie, du coup, CSP versus CRM, effectivement, ça peut paraître, on peut se dire: «Ouh là là, ça va être compliqué», et en particulier, alors pour la mise en place, j'avoue que j'ai pas trop d'historique sur la mise en place d'un CRM. Je sais juste que typiquement un basculement de CRM, ça peut être un enfer, ça peut durer des mois. En tout cas, nous, notre expérience, côté Scali, le setup, il a été, rapide. C'est-à-dire que déjà les premières fonctionnalités de Scalin, à savoir historisation, enfin connexion du back office, c'est-à-dire, bah, récupérer finalement les comptes clients, les contacts dans ces comptes clients, et en fait tout organiser finalement dans Scalin, la connexion de la messagerie, et ou des agendas, des CSM. Ça a été fait en littéralement, 1 semaine, je crois, de travail effectif. Alors ça a pris un tout petit peu plus de temps parce qu'il a fallu, réveiller les équipes, mais globalement sinon ça s'est fait en 1 semaine à peine. La pose du tag Scalin, donc qui permet en fait sur la plateforme Fox de faire remonter les activités. Donc à partir du moment où le tag est trigger finalement, donc j'ai une visite sur telle page par exemple, ça va faire remonter l'activité dans Scalin. Ça a pris un tout petit peu plus de temps, mais encore une fois, c'était pas, une question de Scalin ici, c'était plus une question de bande passante côté dev chez nous. Mais pareil, ça a été fait très rapidement à partir du moment où ils s'y sont mis, en 2 jours, c'était fait, et en 4 jours, c'était effectif parce que du coup, il a fallu faire des tests derrière pour voir que tout marchait bien. Mais ça s'est fait très rapidement et donc bah, la mise à disposition après des CSM et déploiement, du score de santé, j'en parlerai juste après, mais la mise à disposition justement de la plateforme au CSM, en tout et pour tout,
en 3 semaines, un mois maximum de travail effectif, ça a été fait. Donc c'était vraiment très rapide, et finalement, voilà, on s'attendait peut-être à ce que ce soit un petit peu plus long au début en se disant: «Ouh là, il va falloir qu'on centralise tout», et finalement ça s'est fait hyper vite sans «OK», entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, il y a pas eu de grosses problématiques. Tout s'est fait, plutôt facilement et plutôt proprement. Donc on était quand même très contents de ça, et donc voilà, en quelques semaines, tout le setup et tout Scaling était prêt à travailler, de notre côté. Du coup, tu dirais quoi? En moins d'un mois, du coup, c'était fait, Ouais, en 3 semaines, un mois à peu près. 3 semaines, un C'est à mois? peu près sur 3 semaines, un mois. Après, voilà, si jamais, vous avez, une équipe de dev, plus disponible que la nôtre à ce moment-là en tout cas, finalement les infos «sous la main» entre guillemets, ça peut être fait extrêmement rapidement. Ouais. Après, nous, ce qu'on dit généralement après, c'est tout est là, hein, ça dépend effectivement de la disponibilité des ressources. En fait, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de temps, mais même si on a besoin de l'équipe de dev que pendant 2 heures, et ben, il faut qu'on les ait et des fois, on connaît, tous les organisations en SaaS, les sprints, les machins. Bon, bah, voilà, globalement, si, c'est pris, dans 2 sprints, ben, on peut prendre quelques semaines dans la vue. Mais globalement, on a besoin littéralement de l'équipe de dev que pendant 2 heures, quand on est sur un écosystème standard en tout cas, c'est-à-dire pas d'API, pas besoin d'API, etc., qu'on passe par les intégrations natives. Nous, ce qu'on dit, c'est généralement, si les planètes sont alignées, que les ressources sont dispo, en une semaine, la plateforme peut être câblée, vraiment, d'un point de vue data, tout peut être câblé. Euh, donc ça, c'est extrêmement rapide. Et en général, il faut de toute façon attendre un petit peu plus, effectivement, pour que le score de santé commence à prendre de l'ampleur, parce qu'il a besoin de data, de se nourrir de data pour être pertinent. Et donc voilà, donc en général, on dit voilà, une semaine, et faut compter après voilà, 3 semaines pour avoir un score de santé qui commence à se stabiliser, qui commence à être viable. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, si l'équipe tech joue le jeu, en tout cas, il y a un minimum dispo, en un mois, vous pouvez avoir quelque chose de tout à fait pertinent. Du coup, je rebondis sur la question de Léa. J'ai fait un premier niveau de réponse dans le chat. Quelles sont les intégrations possibles pour récupérer de la data scaling? Alors du coup, je vais pas toutes les lister, mais par exemple, tu cites 2 outils, tu cites Jira, tu cites Intercom. On a des intégrations natives avec ces outils-là. Voilà, typiquement, Intercom, tu vas récupérer toutes les conversations d'Intercom directement. Si Intercom, c'est ton CRM, versus un HubSpot, etc. Ça arrive que ce soit utilisé comme un CRM et que tu as tes contacts, tes clients qui sont dedans, on peut les récupérer via Intercom plutôt que par un CRM directement. Et pour ce qui est de Jira, c'est une intégration qu'on a depuis, qui est plus récente chez nous, mais qui est sans doute en fait une des intégrations les plus poussées qu'on ait aujourd'hui. Ça veut dire que en fait, si tu utilises Jira, et c'est souvent pour échanger avec des équipes internes, notamment avec les équipes techniques, et du coup, ben, il y a fort à parier que ça t'embête un peu, toi, d'aller dans Jira, regarder où en sont tes demandes, etc. En fait, tu peux connecter Jira à Scaling, et une fois que c'est connecté, en fait, tu n'as plus besoin du tout, toi, d'aller dans Jira. C'est-à-dire que tu connectes, tu peux faire tes demandes et ouvrir un ticket directement depuis Scaling. Quand ensuite ton ticket évolue, que tu as des retours sur ton ticket, tu as ton thread qui vient se complémenter j'invente des mots, qui vient se compléter dans Scaling. Toi, tu peux répondre à des commentaires directement dans Scaling et ça vient incrémenté côté Jira. Donc les techs bossent dans Jira, toi tu bosses dans Scaling. Même logique que tout à l'heure avec les sides. Et voilà, donc on va assez loin sur cette intégration avec Jira. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, au niveau des alertings, jusqu'à quel niveau de granularité est-il possible d'aller? Bah, globalement, on peut aller très très loin, quoi. C'est-à-dire que en fait, on peut réagir sur à peu près n'importe quel événement qu'on capte. Donc voilà, donc si on est sur la feature, ça peut être de dire voilà, je veux réagir si c'est une feature précise qui n'a pas été utilisée par un type de contact précis, sur une segmentation de compte en particulier, sur une durée que je détermine, et de jouer comme ça sur tout un tas d'indicateurs. Donc je ne peux pas être exhaustif sur cette réponse, mais en tout cas, on peut aller assez loin sur ça. Et pour compléter, comme on disait tout à l'heure sur le timing, bah, le timing dépend aussi beaucoup du client. Je pense que vous êtes tous bien placés pour le savoir. Et de la même façon, ce qu'on va pouvoir faire dépendra aussi
justement de la granularité de ce que vous aurez déployé en termes de tracking, justement pour pouvoir réagir sur des événements plus ou moins fins en fonction de ce que vous avez mis en place. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à tes questions. Et puis du coup, Maxime, on va passer peut-être à la partie score de santé. Si tu peux nous expliquer un petit peu comment vous l'utilisez et voilà comment il est exploité chez vous. Ouais, carrément. Alors le score de santé, alors pour être, déjà juste expliquer ce que c'est, ça nous permet en fait de donner finalement une note, de mémoire sur 5, score de santé. C'est-à-dire est-ce que finalement le client qu'on est en train d'étudier, utilise, suffisamment la plateforme? Est-ce qu'on a suffisamment d'interactions? Est-ce que le CSM considère que, on est sur, un compte qui a une bonne, santé? Et le dernier du coup qui va être, l'agreement, qui est du coup l'état contractuel, l'étape contractuelle. Donc je vous ai juste en fait listé, ce que vous avez du coup sur, profile list, derrière, avec les 20, 30, 40, 10. Juste avant de revenir là-dessus, pourquoi, enfin, le score de santé chez nous, il est vraiment rentré entre guillemets «dans les mœurs», et c'est un des principaux KPI qui est partagé par l'équipe CS, avec le NPS. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise parce que ça nous permet d'identifier les comptes prioritaires. Ça, j'en ai parlé, au début, que c'était une des problématiques qu'on avait, qui est du coup, résolue, par Scaline. Identifier les comptes prioritaires, avoir un alerting aussi sur la situation du compte, sur, l'utilisation, séquence de contact et cetera. Donc vraiment qui nous permet de prioriser nos actions. Et ce qui est important, et je vais y revenir, c'est la partie paramétrable. Paramétrable, puisque ça nous permet, on peut jouer en fait sur les différents critères, donc interaction, utilisation, CSM et agreement. Je n'ai pas le terme en français. Chez nous, on a décidé que le critère principal et dominant, c'était l'appréciation du CSM. Comme vous le voyez, on l'a à 40, donc ce qui correspond quand même à la plus grosse partie, du score de santé. Là où, agreement est assez faible. Alors agreement, c'est surtout qu'en fait, il va évoluer en fonction du cycle de vie du contrat. Donc plus on s'approche du renouvellement, plus la note va se dégrader, mais pour nous donner justement cet alerting, d'usage, donc qui est du coup finalement, le volume d'utilisation, et d'interaction, qui va du coup à la fois être un critère qualitatif, enfin quantitatif sur les différents échanges, les différents rendez-vous et cetera, et qualitatif, puisque, et donc là, l'explication, je laisserai Nicolas la donner si besoin est, mais il y a vraiment une analyse finalement de, enfin d'analyse d'intention dans les emails. Les différents emails qu'on va envoyer, mais surtout ceux qu'on reçoit principalement. Est-ce que c'est des emails qui sont plutôt négatifs? Est-ce que c'est des emails qui sont plutôt positifs et cetera? Pareil, chaque email peut être noté de 1 à 5, et qui du coup va pouvoir faire évoluer ce score d'interaction. Et chez nous, on a décidé que le score du CSM était prédominant, tout simplement parce qu'on a certains clients qui du coup utilisent très peu la plateforme, qui y ont accès, mais qui utilisent très peu la plateforme, mais qui à côté de ça nous demandent par exemple des présentations annuelles ou trimestrielles ou semestrielles, qui du coup sont très contents avec l'utilisation, enfin avec, le service qui est fourni par Fox, mais qui sont pas forcément, des gros utilisateurs. Et donc du coup, on a décidé de dire que, certes, on avait un score d'usage qui était important, mais le score du CSM, l'appréciation du CSM reste à notre sens le critère prédominant. Donc c'est pour Et, ça qu'on l'a mis sur le plus haut. Et c'est assez logique hein, dans votre contexte. On l'a dit, vous êtes aussi dans un contexte très high touch, etc. Donc c'est normal. Vous auriez été dans un modèle plus low touch où vous auriez un portefeuille hybride avec du low touch et du high touch. On aurait certainement joué du coup sur différents scores de santé avec des scores de santé par segment de clients, etc. Mais là effectivement c'était assez cohérent de le faire comme ça. Puisque tu m'as tendu la perche sur la partie donc analyse de sentiment, c'est ça le terme technique pour qu'on utilise pour la partie qualitative des interactions. Effectivement, c'est une techno, donc ça s'appelle d'analyse de sentiment, sentiment analysis. Qui va en fait scanner les conversations, toutes les conversations que vous avez avec vos clients pour déterminer si le sentiment est positif, négatif ou neutre quand un client vous écrit. Et donc, bien sûr, si à un moment, vous recevez un message qui est plutôt négatif, on va pas avoir un high score qui va changer, qui va passer dans le rouge du tout au tout. Par contre, voilà, si on voit que ça arrive de plus en plus fréquemment chez ce client-là, si on voit que ça arrive plus souvent chez lui que chez un autre, ça, c'est des signaux qui vont nous alerter et qui vont bien sûr peser sur le score de santé. Et pour terminer rapidement, je ne veux pas passer
trop de temps sur la partie score de santé et j'ai toujours du mal à faire court parce que le sujet est passionnant. Mais en gros, là, derrière les 4 indicateurs que Maxime a présentés, nous, on analyse un peu plus de 70 indicateurs. Voilà, et où on analyse sur allez, 3 grands principes, mais je vais en décrire en tout cas au moins 2. Un premier principe, c'est qu'on va regarder sur chaque indicateur comment le client qu'on est en train de scorer se comporte par rapport à son groupe de référence, c'est-à-dire par rapport à son segment, si vous avez une segmentation, ou par rapport à l'ensemble des clients si vous n'avez pas de segmentation, mais on va regarder comment il se comporte par rapport à un groupe de référence. Est-ce qu'il est dans la moyenne, au-dessus, en dessous, très au-dessus, très en dessous? Ça, c'est la première chose, l'analyse comparative. Et la deuxième chose, c'est on le compare par rapport à lui-même, c'est-à-dire d'où il vient et vers où il va, quoi. Est-ce qu'il est dans une tendance qui est une tendance plutôt positive, quand bien même il partirait d'un peu bas dans l'analyse comparative, mais s'il en fait de plus en plus chaque semaine, on se dit que ok, les choses sont en train de prendre, etc. Et à l'inverse, s'il est dans une dynamique baissière, quand bien même il serait dans la moyenne, mais il en fait de moins en moins chaque semaine, ben, d'un point de vue score de santé, c'est pas non plus idéal. Donc voilà, je reste assez macro sur ça, mais en tout cas, il y a ces 2 principes qui sont appliqués, voilà, sur les 70 critères qui se cachent derrière ces 4 grandes familles dont Maxime a parlé. Au niveau du coup des bénéfices, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de mes problématiques, je vous ai parlé de, la, la, les problèmes, du coup auxquels il fallait répondre, la situation d'avant, mais du coup les bénéfices. Les bénéfices en fait, ils sont assez, simples d'un côté, mais en même temps hyper importants. J'ai séparé en 2, donc vraiment d'un point de vue managérial, l'idée ça a été de pouvoir regrouper en une seule vue et ce qui est fait aujourd'hui, toutes les informations essentielles sur les clients. En une seule vue, toute la partie contractuelle, la partie utilisation, la partie score de santé, la partie NPS, la partie next step et cetera et cetera. Donc vraiment de tout avoir regroupé, dans la même vue et ça c'était vraiment essentiel et beh, ça répond, principalement à ça, d'un point de vue managérial, mais aussi cette capacité à être un peu plus granulaire et de rentrer dans le détail de chaque compte client. Quel contact activer en cas de besoin? Quels sont les derniers échanges? Les features qui sont non utilisées? Et d'un point de vue managérial, de pouvoir remonter ce point-là de l'équipe CS vers l'équipe produit, par exemple. Donc c'est un peu tous ces bénéfices-là sur la partie managériale et d'un point de vue plus opérationnel, bah, tout simplement, en fait, de suivi et du direct sur mes comptes, le score de santé, les next steps, donc un peu la même chose que du point de vue managérial, mais qui est utilisé beaucoup plus régulièrement, quasi tous les jours, hein, finalement. Et aussi, tout ce qui est principe d'alerting, sur les renouvellements en approche, sur la sous-utilisation de certaines features. Donc on est un peu dans les mêmes eaux, point de vue managériel, mais opérationnel, mais la différence, c'est que, c'est exploitable non pas, par exemple, sur des rapports qui sont hebdomadaires ou qui sont mensuels, c'est vraiment, au en temps réel ou presque, de savoir, bah, qu'est-ce qui se passe sur mes comptes et de pouvoir moi réagir le plus vite possible et de pas attendre soit une revue de compte, soit, bah, tout simplement que mon client me dise que ça va pas. Donc c'était vraiment ces bénéfices-là qui sont principaux et j'espère qu'il y en a d'autres qui arrivent, sur la partie du coup, la slide suivante, du coup, sur les perspectives, ce qu'on a prévu de mettre en place. On a prévu de mettre en place 2 choses principales. La première, c'est en fait alors dans un chapeau qui va être, l'automatisation. L'idée, c'est qu'on va essayer de mettre en place une automatisation, sur 2 principaux points. Le premier, c'est envoi d'email, aux champions, côté client en cas d'activité basse, par exemple des users. L'idée, c'est de se dire, «Tu es mon champion, j'ai remarqué», donc ça peut être par exemple un envoi, mensuel, ça peut être un envoi, même plus large ou plus récurrent dépendamment de qui est, notre champion et de comment il travaille avec ses équipes, mais d'envoyer du coup cette information, en disant: «Bah, voilà la liste des utilisateurs, voici les utilisateurs qui utilisent moins la plateforme par rapport au mois dernier», et du coup, bah, de notre champion de pouvoir tout de suite être alerté là-dessus et d'alerting aussi et donc là, c'est plus un alerting qui sera destiné au CSM, d'activités de base sur une section spécifique de Fox Intelligence. Donc par exemple, je sais pas, les parts de marché par marque sont moins utilisées par, tel, et tel, hem client, et ben ça vaut peut-être le coup de faire un training, de discuter, d'envoyer de la documentation et cetera. Donc vraiment un alerting qui est au-delà de l'alerting qu'on a aujourd'hui mis en place et c'est plus de notre côté, hein, c'est qu'on n'a pas encore avancé dessus, puisque tout est possible du coup, sur ce que je vous cite dans Scaline. Mais nous, ce qu'on a mis en place en termes d'alerting, c'est quasi exclusivement sur les renouvellements en approche. Donc nous, voilà, on voudrait aller un petit peu plus loin du coup sur une partie plutôt, suivi d'activité, voire suivi d'une section spécifique de la plateforme qu'on pourrait traquer via, les capteurs du coup, d'activité. Ça Donc marche. voilà.
Bah, merci beaucoup Maxime. Je vois une question de Mehdi, qui était donc du coup sur par rapport à la slide précédente. Comment les segments sont définis à la main comme un paramètre ou vous aidez à la segmentation justement? Alors nous, enfin on aide, oui et non, c'est-à-dire que l'outil peut le faire, c'est-à-dire que vous pouvez à partir de critères qui sont définis, dire voilà si, le client fait plus de temps de MRR, il est sur telle industrie, il a tel tag et cetera, je le mets dans tel segment. Donc ça, vous avez la possibilité de l'automatiser. En revanche, effectivement, euh, fois, je dis ça en rigolant, mais on n'est pas magicien, c'est-à-dire qu'effectivement, le travail, on le fait. Il y a un travail de réflexion en amont sur la bonne segmentation. Du coup, je t'ai préparé enfin, je t'ai retrouvé le lien. On a écrit un article sur le sujet. Hop, sur notre blog. Donc, décidément, le blog revient, mais on a écrit un article sur le sujet. Enfin, plutôt, Francesca a contribué au blog et a écrit sur ça. Donc voilà, donc ça peut alimenter en tout cas ta réflexion sur le sujet. Et après, en termes de segmentation, souvent, quand on veut commencer à mettre en place une segmentation, bah, je crois que ça doit être la première qu'elle cite dans l'article. On va souvent commencer par une segmentation PMG avec les petits, les moyens, les gros clients en fonction de leur contribution au chiffre d'affaires. Mais il y a effectivement plein d'autres approches. Et l'idée, c'est après d'arriver à automatiser tout ça avec Scaling. Euh, du coup, pour terminer, en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Si ça a piqué votre curiosité, si vous avez envie d'en savoir plus sur Scaling, voilà, soit que vous voulez faire une démo, soit que vous avez envie euh, éventuellement de tester la plateforme, et ben, vous pouvez vous rendre sur notre site et venir du coup réserver un créneau. Bah, tant qu'on est à mettre des liens dans le chat, je vais en rajouter un ici. Voilà, si vous voulez prendre rendez-vous pour une démo, n'hésitez pas. Et puis voilà, on pourra discuter autour de vos problématiques, voir si Scaling est susceptible de matcher par rapport à votre besoin ou pas. On a l'habitude de répondre assez franchement par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera un plaisir de vous répondre. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup Maxime pour d'avoir accepté notre invitation. Et puis du coup, je vous dis à bientôt, soit voilà autour d'une démo ou peut-être sur le blog ou à Engage Paris d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui y seront, qui a lieu le 7 juin de mémoire. Donc le gros event Customer Success annuel, voilà, sur lequel on sera présent, on aura un stand puisqu'on est partenaire de l'événement. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à checker du coup les prochains webinars si le format vous a plu. En liste d'attente, ouais, bah, ils ont cette chance, ils ont cette chance ils ont réussi à vendre, je crois, toutes leurs places sans que le programme soit diffusé. Voilà, donc ils ont vendu, je crois, je sais plus si c'est 280 ou 300 places. Malheureusement, non, Léa, je ne suis que modeste sponsor, mais je peux pas débloquer de place. Euh, mais Tu es poussé, hein, tu es poussé là, hein. ouais, ouais, je vois que je suis poussé, mais non, malheureusement, j'ai pas de possibilité de pousser les murs. Donc non, j'ai vraiment aucun poids sur tout ça. Bon, Marc-Antoine est chaud. Marc-Antoine est chaud pour aller en Engage. Écoute, voilà, la prochaine fois, il faudra y aller les yeux fermés avant que le programme soit diffusé. Ben, merci à tous, merci pour vos questions, merci pour votre attention et encore une fois, merci beaucoup Maxime pour ton intervention. Merci à tous et excellente journée. À bientôt. Allez, bon après-midi. Ciao. Au revoir.